Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre 6e live Reverdy, dans lequel on va parler des coliques et de la prévention des coliques avec notre vétérinaire Cyril. Pour rappel, on a 2 vétérinaires qui constituent notre pôle santé Reverdy, qui s'occupent de faire toute la formulation de nos produits et puis qui nous aident aussi beaucoup au quotidien pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, en tant que cavalier, un cheval qui se roule, un cheval qui gratte le sol, un cheval qui se regarde les flancs, on connaît tous très bien ces symptômes qu'on surveille avec beaucoup d'attention, notamment parce que les coliques sont la première cause de mortalité chez les chevaux. Donc on va reprendre tout ça avec Cyril qui va vous redéfinir brièvement ce qu'est une colique, parler des différentes causes et puis surtout des pratiques à respecter pour éviter le risque de colique. Donc, je vais l'accueillir tout de suite. De votre côté, n'hésitez surtout pas à nous poser vraiment un maximum de questions sur Facebook ou sur Instagram, puisque le live se déroule sur les 2 réseaux. Et puis, on essaiera d'y répondre en direct avec Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir Florie. Bon bien. Ça va? Très bien, ouais. Très bien. Très bien, merci. Et bien, merci d'être là ce soir. Avec plaisir. Je te laisse peut-être juste redéfinir brièvement un petit peu ce qu'est une colique et puis après on passe directement aux questions si ça te va. Très bien, on va faire comme ça, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Allez. Ça roule. Merci à tout le monde déjà d'être avec nous ce soir. Donc effectivement, on va parler des coliques qui sont une affection qui est redoutée effectivement de tous les propriétaires, comme Florie l'a expliqué. Alors effectivement, il existe différents symptômes, on rentrera peut-être dans les détails après, idem pour les causes. Après, il est vrai que comme tu l'as dit, c'est la première cause de mortalité chez le cheval. Alors, ça peut s'expliquer de différentes manières. On a des causes qui sont liées à l'alimentation, bien sûr, à l'activité qu'on en fait. Mais en introduction, on peut faire un petit rappel sur déjà l'anatomie du cheval, puisque notamment au niveau digestif, puisque je ne l'ai pas dit, mais effectivement, les coliques vont regrouper toutes les manifestations, on va dire tout ce qu'on va appeler douleurs abdominales, alors qui vont être spécifiques ou non. Dans ce cas, on peut parler de coliques vraies quand elles touchent les organes digestifs, le gros intestin notamment, l'estomac ou l'intestin grêle. Et on a des coliques, alors fausses coliques, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas des coliques qui vont être extra-digestives et qui vont concerner par exemple l'appareil génital, l'appareil urinaire, etc. Toujours est-il qu'au premier abord, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, bien sûr. Et donc voilà, donc ça on rentrera dans les détails après. En tout cas, en gros, le terme colique regroupe tout ce qui est douleur abdominale. Après, il peut y avoir différentes causes. Oui, globalement, c'est ça, effectivement. Alors, on a par exemple, ça va concerner effectivement l'ensemble du système digestif. Je n'ai pas parlé de l'œsophage, mais assez souvent aussi, quand on me parle de colique, quand on a par exemple un cheval qui peut faire un bouchon œsophagien, par exemple, alors on le regroupe ou pas dans les coliques digestives, ça va dépendre, on va dire, des personnes, mais il est clair que l'œsophage étant dans le système digestif, étant donné qu'on a des manifestations qui peuvent finalement ressembler à une colique, par exemple, du gros intestin, voilà, on peut aussi inclure les problématiques de l'œsophage dans les coliques. Donc voilà pour la définition, on va dire, générale. Et donc parmi les causes, comme je vous le disais, on a des causes qui sont bien précises, qui sont multiples. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous faire juste un petit rappel déjà sur l'anatomie du cheval, puisque le cheval est particulier au niveau de son système digestif, puisque comme vous le savez peut-être, il a un estomac qui est plutôt de petite taille, qui fait une quinzaine de litres, voilà, et dont le rôle est de réguler finalement le transit. C'est-à-dire que si vous donnez un gros repas d'aliments à votre cheval, eh bien ce repas restera plus longtemps dans l'estomac que si vous donnez un petit repas. Et c'est d'autant plus vrai que ce repas est pauvre en fibres. Et donc ça veut dire finalement que l'estomac va réguler, va libérer progressivement en fonction du volume que le cheval aura ingéré. Donc on pourra bien sûr avoir des coliques à ce niveau-là. Et l'autre grande particularité, c'est le gros intestin du cheval, puisque ça c'est la partie terminale du tube digestif, qui se compose de 2 parties, mais sans rentrer dans les détails, on peut dire simplement que cette partie est volumineuse, elle fait 150 litres à peu près, pour un cheval de 500 kg, et puis surtout elle est très mobile. Donc elle est pas attachée à certains endroits. Pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, ça veut dire que potentiellement,
à la faveur de différents troubles, eh bien, ce tube digestif va pouvoir se déplacer, va pouvoir se dilater, se tordre, etc. Et donc, on aura différentes manifestations, différentes formes de coliques, finalement, et qui auront des causes variées, diverses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande particularité du cheval. Et l'autre point important, fondamental, c'est que dans ce gros intestin, eh bien, le cheval héberge une flore intestinale qui est abondante. Et cette flore est même indispensable au cheval, puisqu'on a vraiment une symbiose, c'est-à-dire on a des interactions très très fortes et indispensables pour la survie aussi bien du cheval que de cette flore, en tout cas la flore qui digère les fibres. Et donc quand on a un souci au niveau de cette flore intestinale, eh bien on peut aussi avoir des coliques, notamment. Et donc exactement. Et donc moi au cours de ma formation, on m'expliquait souvent que nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore, en l'occurrence sa flore intestinale, même s'il existe une flore abondante aussi au niveau de l'estomac qui est différente. Voilà, mais c'est vraiment très très important à intégrer. Donc, en gros, un cheval a des particularités anatomiques, donc un petit estomac globalement, un gros intestin qui est globalement 10 fois plus volumineux et mobile, et en plus de ça, ce gros intestin héberge une flore intestinale qui est fondamentale donc, dans la survie, enfin, et indispensable à la survie du cheval. Et donc, d'un point de vue alimentaire, on en parlera plus tard, eh bien, il faudra considérer à tous les instants cette flore intestinale quand on voudra par exemple prévenir les coliques ou en tout cas tout simplement nourrir un cheval correctement. Voilà. D'accord. Okay, donc on en reparlera plus tard. Il y a le petit intestin, le petit estomac, pardon, le gros intestin et puis la flore intestinale dont tu reparleras un petit peu plus tard, c'est ça? Qui peuvent entrer dans toutes ces. Exactement. Ok. Ouais. Donc voilà pour les symptômes, juste globalement, on en a parlé rapidement en intro, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes. Oui, alors, les symptômes, effectivement, alors, on a les grandes manifestations. Hein, comment reconnaître, en fait, à quel moment s'alerter et comment, il y a eu pas mal de questions comme ça, comment détecter les signes d'une colique. Voilà. Et bien, en fait, après, voilà, il y a plusieurs niveaux de symptômes qu'on va pouvoir classer pour notamment essayer d'évaluer l'intensité de la douleur et puis de l'inconfort du cheval et potentiellement alors, la gravité. Alors, ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, le premier signe d'appel, quand on a un cheval qui est vraiment pas confortable au niveau de son tube digestif et de sa digestion finalement, déjà, on a souvent des chevaux qui vont pas bien manger, qui vont refuser leur repas de concentré, qui vont pas boire correctement, qui perdent d'appétit. Des chevaux souvent on connaît son cheval, un cheval qui n'est pas dans son assiette, qui paraît perturbé. Alors après les signes d'inconfort, on peut avoir vraiment des signes qui ne sont pas du tout spécifiques, forcément de colique. On peut avoir un cheval qui va, par exemple, retrousser sa lèvre supérieure, du phlémène, par exemple, voilà, qui peut se mettre contre un mur, qui peut gratter un petit peu, se regarder le flanc. Alors là, on rentre quand même un peu plus, effectivement, sur le côté abdominal. On peut avoir un cheval agité aussi. Voire même qui peut transpirer. Après, on va avoir des symptômes qui vont être d'une intensité plus ou moins importante. Et jusqu'au stade ultime où le cheval va être en dépression totale. Voilà. Il y a différents niveaux de sévérité. Exactement. Il y a différents niveaux. Alors après, on rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'on peut les classer. Pour ça, je vous invite à regarder notre article, l'article qui avait été rédigé par une collègue, un article très complet, très exhaustif, où justement vous avez tout le listing des symptômes qui sont notés de 1 à 5 globalement, en rapport avec l'intensité de ces derniers. Voilà. Après, quand on veut faire simple, globalement, on peut suspecter des coliques quand on a un cheval qui est pas bien, qui veut pas manger, qui n'a pas fait de crottin depuis un certain temps. On se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Le cheval n'est pas dans son état normal. Il peut se regarder les flancs, il peut se coucher, il peut gratter, voilà. Après souvent un autre niveau de cavalier, le fait qu'il fasse plus de crottin, qu'il reste couché et qu'il n'ait pas l'air bien. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on connaît en tout cas et qu'on repère en tant que signe potentiel d'une colique. Et puis le fait que le cheval vous lui distribuez sa ration concentrée, qu'il mange tout à fait correctement habituellement, et là le cheval refuse, va plutôt se mettre dans un coin du box, se regarder les flancs, vous l'observez un petit peu, il peut tourner en rond, il montre des signes d'inconfort en fait tout simplement. Ouais. Alors voilà, et donc quand vous avez ces symptômes là, il est clair que les coliques font partie des hypothèses effectivement. Alors après on va chercher bien sûr, on va regarder un petit peu, quand on est cavalier on peut aller voir son cheval, on peut voir effectivement si le cheval
eh bien, va par exemple montrer des signes qui vont être plus ou moins spécifiques de ces coliques, justement. Un cheval qui va avoir, comme je vous le disais, qui va se regarder les flancs, etc. Donc ça, après, Il y a une on fait personne qui parle l'observation. de gonflement aussi. Oui, alors ça, bien sûr, parmi les coliques, on peut avoir un gonflement qui peut se voir, par exemple du côté droit, quand on a le sécum qui se dilate. Effectivement, on peut avoir un cheval qui ballonne. Alors quand on en est à ce point-là, bon, en général, on a d'autres symptômes qui sont associés. Voilà, donc, mais oui, oui, effectivement, le ballonnement du gros intestin, donc juste au niveau où vous prenez les pointes des hanches, donc juste en avant des pointes des hanches, voire après même un peu plus bas, ça peut effectivement être un signe d'appel. Mais effectivement, oui, oui, tous les symptômes qui sont anormaux finalement doivent vous mettre la puce à l'oreille, tout simplement parce que, comme on l'a dit en introduction, les coliques représentent la première cause de mortalité chez le cheval. Donc il est clair que dès qu'on a un de ces symptômes, que notre cheval n'est pas bien, eh bien voilà, il faut y penser. Faut y penser, puis après on creuse. Si vraiment on a un gros doute, eh bien on peut appeler son vétérinaire, bien sûr. On doit l'appeler. Et puis après, lui, derrière, va mettre en place un examen clinique. Il va regarder la fréquence cardiaque. Il va regarder également le transit avec son stéthoscope, voir si le cheval a du transit ou pas, ce qui est difficile à voir quand on est cavalier, bien sûr. On peut regarder aussi les muqueuses. Alors ça, je ne vais pas le conseiller au cavalier, puisque là, on rentre vraiment dans un examen clinique, mais effectivement, un cheval qui a les muqueuses qui sont injectées de sang, voire bleutées, on va dire, cyanosées, il est clair que c'est également un signe d'appel et de troubles, de problèmes potentiellement au niveau digestif. Voilà. Le pli de peau aussi, la déshydratation, ça peut aussi être un facteur qui va favoriser aussi les coliques. Voilà. Ok, donc il y a différents types de coliques, les différentes causes du coup auxquelles on a pas mal de questions là-dessus. Est-ce que c'est toujours Ouais. lié à la nourriture? Est-ce que c'est lié à la litière? Est-ce que ça peut être lié aussi aux conditions climatiques, environnementales? Est-ce que c'est propre à certains chevaux? Est-ce que Alors, tu peux résumer les principales causes un petit peu ou... je pourrais en parler, on pourrait en parler pendant une journée, mais effectivement, oui, les principales causes. Alors, effectivement, quand on reprend le digestif, on a des coliques qui vont toucher l'estomac, d'autres qui vont plutôt toucher l'intestin grêle, voire le gros intestin. Donc, on a, voilà, dans les grandes familles, on va avoir plutôt les impactions. Donc, on va avoir globalement le contenu de l'estomac, par exemple, qui peut se compacter et qui peut entraîner un trouble du transit, puisque les coliques, effectivement, se manifestent donc par des douleurs abdominales, et souvent, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles se manifestent par un arrêt du transit. Le transit, Ouais, le souvent c'est cheval une n'a obstruction à un plus un moment transit. donné quand même. Exactement, on a un phénomène obstructif, donc on a un transit qui s'arrête. Voilà, et donc il peut s'arrêter en raison de différentes causes, hein, donc l'impaction. On peut aussi avoir un arrêt lié à Alors, une torsion, par qu'est-ce que tu exemple. appelles impaction? Si tu peux préciser. Ah, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu appelles impaction? Alors une impaction, ce que je disais tout à l'heure, c'est le contenu de l'estomac qui va prendre en masse, qui va en tout cas se compacter, et Ouais. finalement le transit ne va pas bien se faire. Un petit peu comme si on avait voilà, le contenu qui était une ingestion massive, par exemple, d'aliments. Ça, voilà, ça peut être dû à ça. Voilà, ça peut être, voilà, exactement. Donc, une ingestion massive d'aliments, ça peut être lié à du Ouais. sable, une ingestion de sable, ça peut être lié à certains ingrédients. Les pulls de betterave, par exemple, vous donnez des pulls de betterave à votre cheval sans les avoir réhydratés au préalable, il est clair que ça peut créer une infection. Voilà, donc ça, c'est la De la première paille famille. aussi? C'est pas une paille de Oui, alors, mauvaise la paille, qualité ou c'est aussi la oui, question qu'on exactement. se pose Alors, un petit peu tous. voilà, donc la paille, c'est souvent, effectivement, c'est la première cause. C'est souvent, quand on pense colique, on pense bouchon de paille. Là, ça concerne effectivement plutôt le gros intestin, donc plutôt Ouais. la partie terminale du tube digestif, où là, effectivement, on peut avoir un bouchon de paille qui va se former. Le cheval qui va ingérer massivement de la paille, qui en plus ne s'est pas forcément bien hydraté, etc. Eh bien, au niveau du gros intestin, on a un petit rétrécissement à un moment, enfin, on a plusieurs, mais notamment au niveau d'un rétrécissement, on peut avoir un bouchon qui se forme. C'est-à-dire que la paille va venir s'impacter, va venir se compacter au niveau de ce rétrécissement, et donc va arrêter le transit voilà, par un bouchon de paille. Donc effectivement, c'est souvent ce à quoi on pense quand on parle colique. Mais voilà, c'est une des causes les plus fréquentes qui va Ouais, être liée finalement à l'alimentation. Ouais. c'est quand Mais même l'une des qu'on retrouve assez oui, souvent. exactement. Oui, oui, complètement. Après, voilà, c'est lié à de la paille, mais c'est aussi lié à l'utilisation qu'on fait des chevaux, c'est-à-dire, vous avez des chevaux qui vont plutôt vivre au box, avec une litière paille, qui vont se jeter sur la paille, puisque peut-être le fourrage n'a pas été distribué en quantité suffisante, etc. Enfin, voilà, il y a tout un faisceau de paramètres qui font qu'à la fin, eh bien, on peut avoir ces bouchons de paille, où là, voilà, on met en place
on va pas parler des traitements, mais voilà, globalement, dans les causes, on a donc effectivement ces impactions, donc estomac, gros intestin. Après, on peut avoir donc des torsions, on peut avoir des déplacements, on peut avoir des dilatations. Alors, ces dilatations peuvent être provoquées, par exemple, par une production de gaz. Si, par exemple, on donne un repas de concentré trop important à son cheval, par exemple, de céréales, en tout cas, d'un point de vue général, eh bien, l'intestin grêle du cheval est le siège de la digestion donc, de ces céréales, mais le cheval n'est pas très très fort pour digérer de grandes quantités de céréales. Donc une partie des céréales peut arriver dans le gros intestin. Et donc là, on peut avoir tout un phénomène on peut rentrer dans les détails encore une fois, mais de fermentation avec une production de gaz par une certaine partie de la flore. Et donc cette dilatation de gaz derrière peut arrêter le transit, entraîner un déplacement. Voilà, et donc perturber, entraîner des coliques. Et c'est ce qu'on appelle plutôt les coliques de gaz, du coup. Oui, voilà. Donc là, on est sur les coliques de gaz qui peuvent se manifester par justement une dilatation du gros intestin, par exemple, qui peut se voir ou pas. Voilà. Et donc ça peut vraiment arrêter le transit et empêcher le bon déroulement c'est en théorie directement lié à une alimentation, des repas de concentré trop importants que le cheval ne parvient pas à digérer. Il faudrait fractionner davantage les repas, en fait, c'est ça? Oui, il faudrait fractionner. Alors après, c'est lié à une perturbation de la flore intestinale. Alors cette flore intestinale, elle peut être perturbée par un repas concentré excessif. Elle peut être perturbée par différentes choses. Il y a différentes choses qui peuvent venir justement un cheval qui va. Le stress potentiellement, tout ce qui peut perturber la flore, effectivement, une ingestion même de fourrage qui peut être très riche en sucre, qui ne sont pas digérés au niveau de l'intestin grêle, qu'on appelle les fructanes, mais bon, peu importe. Eh bien, voilà, en ingérant du fourrage, on peut potentiellement, en quantité massive, alors pas vraiment du foin, mais en général plus sur de l'herbe, des choses comme ça, quand on a des quantités vraiment massives, eh bien ça peut perturber la flore. Alors la première répercussion, c'est pas forcément les coliques, mais d'abord on peut avoir de la diarrhée, etc. Mais oui, c'est effectivement. Donc là, j'en profite, tu parles de l'herbe. On a une question il y a quelques minutes sur est-ce qu'il y a des coliques saisonnières? Donc du coup, j'imagine que quand on parle de l'herbe, en fonction de la richesse de l'herbe, notamment peut-être en fructane, comme tu l'as dit, il y a des périodes plus risquées, plus dangereuses, pendant lesquelles il faut être plus vigilant. Oui, bah, c'est à la pousse de l'herbe, surtout au printemps, effectivement. Alors après, honnêtement, en pratique, pareil, moi je suis pas vétérinaire praticien, hein, donc je n'interviens pas sur des coliques. Maintenant, il est clair qu'au sein de la clientèle, quand on a, au moment de la mise à l'herbe, on a effectivement une herbe qui est jeune, qui va être potentiellement riche en sucre. Alors, pas forcément en fructane, mais peu importe, riche en sucre, riche en azote, en tout cas en tout un tas de nutriments, en potassium aussi, etc., qui peuvent générer de la diarrhée. Donc, on peut avoir cette diarrhée de mise à l'herbe, donc perturbation de flore. Et il est vrai que sur des chevaux qui peuvent être déjà sensibles, qui peuvent être par exemple parasités, etc., on peut avoir encore une fois un cumul de paramètres qui font que, eh bien oui, ça peut provoquer potentiellement des coliques, en tout cas des perturbations intestinales. Voilà. Après, c'est pas le cas le plus fréquent, pour être honnête. On est plutôt embêté à l'herbe avec des problèmes qui sont, on va dire, plutôt d'ordre, comme je disais, diarrhée, amaigrissement, etc., etc. Et sans parler de l'herbe, est-ce que le changement de saison peut favoriser les coliques chez certains chevaux ou chez tous les chevaux? Oui, effectivement. Alors, effectivement, la saisonnalité est également importante. Alors ça, il faut le rapporter aussi. Alors bien sûr, à la présence, à l'abondance du fourrage, puisque effectivement, le printemps, on est plutôt sur de l'herbe jeune. L'été, on n'a pas forcément beaucoup d'herbe. Bon, l'hiver, on est sur du foin. Donc effectivement, la saisonnalité peut jouer. Et l'autre paramètre qui est important, j'en parlais tout à l'heure, c'est le côté l'hydratation, en fait. Parce que quand on est en été, et qu'on a un cheval qui transpire beaucoup parce qu'en plus il travaille, etc., donc oui, ça peut favoriser les coliques. À l'inverse, en hiver, où le cheval va se retrouver dans un paddock ou un champ ou même un box avec un abreuvoir ou un bac avec de l'eau gelée, par exemple, bien ça, on sait aussi que c'est un paramètre qui favorise les coliques, puisque l'hydratation, c'est fondamental, aussi bien pour hydrater le contenu du tube digestif que pour favoriser une bonne perfusion sanguine de tous ces organes. Donc c'est vraiment important. Donc le côté saison, effectivement, oui, par rapport aussi au fourrage, par rapport également à l'eau. C'est ces deux paramètres notamment qui rentrent en compte avec ce facteur saisonnier. Donc le côté saison, c'est surtout disponibilité des fourrages et puis l'eau. Oui, voilà, après il y a d'autres facteurs. Si on cherche un petit peu, effectivement, on peut aussi rapporter d'autres paramètres potentiellement, mais globalement, oui, moi c'est ce que je vois comme ça en premier lieu, effectivement, de manière importante.
Et du coup, on avait une question tout à l'heure qui demandait si l'impaction pouvait, enfin les impactions dont tu parlais tout à l'heure, pouvaient être liées directement à un défaut d'hydratation. C'est ce que tu viens de dire, du Ouais, coup, clairement. le contenu est dans le tube Ouais. digestif, pardon, et, Mm. est beaucoup plus sec et du coup va avoir tendance à boucher, si je peux parler comme ça, plus facilement, quoi. C'est ça exactement, puisqu'en plus, le cheval, il faut bien se dire, ça on le voit bien avec les chevaux d'endurance, par exemple, même les chevaux de sport, de complet, etc. Le cheval, finalement, le gros intestin, pour lui, c'est sa réserve en eau. Un cheval qui fait un effort, il va puiser en fait de l'eau dans son tube digestif, qui contient également des fibres, des minéraux, etc. Donc il puise aussi les minéraux. Et donc en fait, un cheval qui est déshydraté, il va chercher l'eau, si on finalise, hein, là où elle est. Donc s'il n'en a pas dans son abreuvoir, il va aller en chercher potentiellement dans son gros intestin. Ouais, Et, ok. et donc il va réabsorber Réserve. cette eau. Et donc ça peut aggraver l'impaction. Et ça, moi, je le vois, Ok. je le regarde vraiment quand je vais chez les clients, par exemple. Alors je le vois là, c'est plus l'hiver pour justement tout ce qui est pour vérifier la bonne hydratation du cheval. Et bien l'aspect des crottins, moi je m'appuie dessus. Alors non pas pour quand ils sont trop humides, mais surtout quand on a des crottins trop secs avec des billes qui se détachent. Bien ça pour moi, je fais toujours attention. Je vais regarder les plis de peau, tout ça. C'est important effectivement, l'impaction peut être liée à une déshydratation. Finalement, l'importance du foin et de l'eau, on en parlait la dernière fois pour Ouais, c'est toujours pareil. les coups de Ouais. sang, Oui, bien et sûr. la période hivernale qui est assez, pendant laquelle il faut faire super gaffe, c'est toujours la même. Bah, On en fait, finit par parler toujours de c'est ces deux ça. éléments-là, quoi. Exactement, puisque en fait, l'eau, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour tout, finalement. C'est vrai que pour le cheval, les coliques, bon, ça reste un souci particulier. Mais on a aussi voilà, l'importance de l'eau pour les problèmes musculaires, etc., etc. Donc l'eau, et puis le fourrage, la fibre, tout simplement, parce que comme je vous disais tout à l'heure, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. Donc le travail du cheval, c'est d'apporter à sa flore des fibres, notamment la cellulose, que ces bactéries, donc, que cette flore va digérer pour se reproduire, pour fonctionner. Et en échange de ça, elle apportera des nutriments au cheval, des vitamines, de l'énergie, etc. Et donc voilà. Donc si on veut éviter les désordres digestifs, effectivement, en premier lieu, c'est l'eau, le foin. Et après, on va s'intéresser à la ration concentrée. Voilà. Après avoir si tu as des questions, on va rentrer en détail un peu là-dessus, mais la ration concentrée est importante, mais finalement presque en troisième intention. D'abord, il faut Oui. valider l'eau, le foin. Après, les conditions environnementales, bien sûr, le logement, ça c'est important, on n'a peut-être pas parlé, mais un cheval qui va dehors, le box, on sait que le box favorise les coliques, hein, au même titre que le box favorise les problèmes musculaires. Voilà. Donc, un cheval est fait pour marcher. Quand on a un cheval en colique, voilà, on ne va pas le brosser comme j'ai pu le voir quelques fois moi, C'est vrai? dans d'autres pays quand ça m'est arrivé de voyager. Et effectivement, c'était marrant, c'était une coutume chez eux quand un cheval était en colique, ils l'attachaient, ils le brossaient. Bon, non, nous, Ouais. ce qu'on fait en général, un cheval en colique, la On le première réflexe, sort. on le sort, on le marche. Mm. Voilà, un cheval, pour aussi, On coupe s'il se passe toute bien, alimentation, même abreuvement, je crois, si je dis pas de bêtises. excuse-moi, j'ai pas compris, excuse-moi. Un cheval en colique, t'arrêtes de le nourrir, t'arrêtes dans Oui, l'immédiat aussi de lui donner à boire ou tu peux continuer de lui donner à boire? le truc, c'est que, alors après, le truc, c'est que le cheval va pas le faire, il ira pas manger s'il est pas bien, et Oui. boire. S'il veut boire, pourquoi pas, mais en général, non, on coupe tout, on les marche, Tu vas le mais marcher. ouais, encore une fois, effectivement, c'est pas le premier réflexe qu'on ait de leur donner à manger ou à boire, surtout pas Non, c'est à sûr. manger. Puis les chevaux n'iront pas, puisqu'un cheval, voilà, si le cheval n'est pas bien au niveau digestif, il va s'arrêter de manger, comme je vous le disais, en tout cas dans la très grande majorité des cas, oui, quasiment systématiquement. Donc voilà, l'idée c'est de le marcher, et donc dans la prévention, ça reste un facteur important. Donc un cheval qui va au paddock, qui marche, qui a une activité, il est clair que ça favorisera un bon transit, notamment, enfin voilà, en plus de l'abreuvement, du fourrage, etc. Donc ça c'est important. Voilà. Alors, tu parlais juste du fourrage, on vient d'avoir une question. Quelle est la proportion foin concentré optimale? C'est pas tant la proportion entre le foin et le concentré, c'est surtout par rapport au poids du cheval. Si je dis pas de bêtises, ça doit être minimum 2 kilos de foin par jour pour 100 kilos de poids vif, ce qui fait 10 kilos Ouais, pour un cheval de 500 kilos. distribuer effectivement, Ouais, distribuer c'est à peu près 10 kilos, et puis ingérer, on vise à peu près 8 kilos minimum. Alors après, ces proportions, effectivement, on la regarde, hein, mais ça va dépendre de ouais. l'activité du cheval, ça va dépendre de l'activité, de l'intensité et aussi de la discipline. Un cheval qui a l'entretien en repos, c'est 100% de fourrage, 0% de concentré quasiment. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Après, on Mm. peut mettre un petit peu de type Des oligos et oligovite, vitamines. Ouais. voilà, ça, type oligovite ou autre. Mais globalement, ça va être ça, ou en tout cas, ça va être du 90-10. Ça va être pour les chevaux, par exemple, qui ont des aliments sans céréales, pour corriger, par exemple, les protéines du fourrage, on va avoir 1 kilo de correcteur de céréales, enfin de
céréales, pardon, de foin, type céréales free, versus 9 kg, 10 kg de foin. Voilà. Donc ça pour les chevaux qui ont en activité plutôt loisir, qui ne travaillent pas énormément, ou en tout cas qui peuvent couvrir leurs besoins énergétiques en ingérant du foin, suffisamment de foin, donc ça c'est très bien. Et après pour les chevaux qui travaillent, ça va dépendre. Les chevaux d'endurance, on va plutôt être sur 20-30% de concentré et 70-80% donc de fourrage. Les chevaux de course, on sera plus sur 60% de fourrage, 40% de concentré. Les chevaux de complet, on va tendre un peu vers ça. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est maximiser la part de fourrage. Donc il faut leur en mettre, comme tu disais, 10 kg pour un cheval, c'est pour moi un minimum. Le mieux, c'est de l'avoir à volonté. Mais voilà, 10 kg, ça reste une bonne base. Au moins, on ne dort pas. Je sais que c'est pas toujours facile de le mettre à disposition, parce que quand les box ne sont pas équipés, ne sont pas fonctionnels, c'est vrai que ça peut être délicat, voilà, de mettre des filets. On se dit, bah tiens, mon cheval, il peut se blesser aussi, tout ça. Donc effectivement, le fait de mettre deux repas de 5 kg, par exemple, on fait le travail avec ça. Et puis après, et surtout qu'ils aient bien le fourrage avant, si le cheval a un aliment concentré, qu'il ait bien le fourrage avant la ration de concentré. Ouais, alors ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Dans le papier, c'est l'idéal, c'était démontré. Alors ça, c'est pareil, hein, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, en tout cas parmi les vétérinaires, non, en tout cas les gens qui parlent de nutrition, qui travaillent dans la nutrition. Moi, il est clair, je m'appuie déjà sur le bon sens, parce qu'un cheval, c'est fait pour manger de la fibre. Et, moi, je préfère effectivement commencer quand je rentre dans une écurie par donner du foin à un cheval plutôt que 2 litres d'aliments. Et puis l'autre, voilà, il y a des études maintenant qui le montrent bien, notamment des études qui montrent que on a, si on va dire, on résume, on a moins d'inflammation au niveau digestif quand on distribue le fourrage, ne serait-ce que 30 minutes avant. Donc même si le cheval ne mange que 1 ou 2 kilos, en général 2 kilos non, 1 kg, 1 kg 5, ça suffit pour limiter, on va dire, en tout cas parmi les paramètres qui ont été observés, pour limiter l'inflammation. Donc c'est tout à fait recommandé, même d'un point de vue scientifique. Voilà. Ok. Avant que j'oublie, il y avait une question aussi sur les graines de lin. Est-ce qu'elles ont un impact positif sur le transit? Est-ce que ça favorise le transit et du coup, ça peut être quelque chose d'envisageable pour limiter les risques de coliques? Oui, c'est très bien, les graines de lin, on en met beaucoup. On utilise pas mal dans les aliments, nous. Effectivement, on a en général une dizaine de pourcents, on va dire de 5 à 20%. Et oui, effectivement, puisque les graines de lin sont effectivement très intéressantes pour les oméga 3 qu'elles contiennent. Donc, finalement, l'huile très très bonne pour la santé, de l'huile de lin, du lin, pardon. Mais le lin contient également des fibres, des fibres solubles qu'on appelle des mucilages, qui forment un petit gel, quand on l'hydrate, quand on hydrate ces graines de lin. Et donc ça, effectivement, c'est plutôt très intéressant pour le transit. Et c'est ce qui explique, je pense en tout cas, pourquoi on en met aussi dans les mâches, vous savez, dans les mâches traditionnelles. Beaucoup de questions sur le mâche. Ouais, voilà, qu'on voit beaucoup. Moi, j'en vois énormément, notamment chez les chevaux de course, les galopeurs, notamment. Effectivement, donc en général, les entraîneurs rajoutent quasi systématiquement des graines de lin. Et il est vrai que après les graines de lin, il faut les cuire, c'est l'idéal, puisque elles contiennent des composés qui sont potentiellement toxiques pour les mammifères et les oiseaux notamment. Donc l'idéal, c'est de les cuire et bien les hydrater. Donc là, ça forme un gel qui est effectivement intéressant. Ok. Et du coup, tu parles du MASH. On a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le MASH et sur le MASH en prévention des coliques et voilà. Tu peux nous parler du MASH? Ouais. Alors après, moi, j'ai un avis un peu tranché sur le MASH parce que effectivement, le MASH, je ne suis pas contre. Voilà. Après, il y a deux catégories. Enfin voilà, il y a deux types de MASH. Il y a vraiment des MASH qui sont donnés, notamment comme je vous disais, par les gens des courses, qui sont des MASH qui sont très nutritifs, très importants, etc. Alors là, moi, je recommande de faire vraiment attention aux quantités. Le problème avec le MASH, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Très souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils font avec le MASH, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien calculé les quantités de céréales. Quand j'en parle avec les entraîneurs notamment, ils vont m'expliquer qu'en gros, le MASH, en tout cas beaucoup d'entre eux vont m'expliquer que le MASH ne peut pas faire de mal et que c'est bon parce que c'est effectivement c'est bien hydraté, c'est humide. Donc déjà, tout ce qui est phénomène d'impaction, il est vrai que on va prévenir ça, donc on va prévenir tout ce qui est impaction. Donc en réalimentation, potentiellement, ça peut être intéressant d'apporter en tout cas une alimentation sous cette forme, avec des céréales cuites, avec de l'eau, etc. Quand tu dis en réalimentation, du coup, c'est après un épisode de colique, par exemple, pour réalimenter progressivement le cheval ou... On ne va pas parler de ça en premier lieu. D'abord, on va penser aux fibres. D'abord le fourrage, et après, dans les jours qui vont suivre, pourquoi pas. Mais après, si on parle des chevaux de sport,
la majorité des chevaux sport, en étant objectifs, sont plutôt très bien en état, voire en surpoids. Leur apporter des céréales, qu'elles soient même le mâche de chez nous, hein, des flocons de céréales, des céréales cuites ou de manière artisanale, hein, ça va faire augmenter les apports énergétiques du cheval, potentiellement accentuer leur bon point quand il y en a un. Si on en apporte en excès, on peut avoir, comme je vous le disais, eh bien, une quantité des céréales, une partie des céréales qui va passer dans le gros intestin, puisque le cheval n'est pas un champion de la digestion des céréales au niveau de l'intestin grêle. Donc après, le mâche, voilà, on peut avoir des conséquences liées à ça, donc je trouve dommage de vouloir bien faire en distrayant du mâche parce que ça fait plaisir. L'autre chose aussi, clairement pour les chevaux, que ce soit pour les chevaux de course ou de sport, c'est que le mâche, ça représente aussi une friandise quelque part, ça fait plaisir au propriétaire, à l'entraîneur, et ça je le comprends. De faire plaisir à son cheval, de lui apporter une ration tiède, et au cheval aussi, parce que ça a pétence. Alors après, de dire que ça le change de sa routine, c'est un petit peu, voilà, en tout cas, c'est pas démontré. Et puis, un cheval. J'aime bien les routines, les chevaux. Les chevaux sont plutôt routiniers, effectivement. Ça, on me l'a répété quand j'étais effectivement cavalier plus petit, effectivement. Mais il est clair que le cheval est plutôt routinier. Mais il est vrai quand même que, moi, on le voit très très bien avec les chevaux de course, qui, par exemple, certains peuvent manger de l'avoine au quotidien, etc. Le fait de leur distribuer du mâche, effectivement, ça peut améliorer leur appétit. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On est d'accord sur des chevaux qui sont plutôt qui peuvent être malades, qui peuvent être affaiblis. Après, donc sur la forme, pourquoi pas, effectivement, ça fait plaisir, ça peut être très intéressant pour prévenir certaines formes justement de coliques, d'impaction. Ça peut être aussi, limiter les problèmes de fermentation du gros intestin via ces céréales cuites, par exemple. Donc on facilite le travail du cheval finalement. Le problème, c'est que tous ces avantages peuvent être annulés si on en met trop, quoi. C'est le problème. Il faut vraiment rester mesuré sur le mâche. C'est la dose qui fait le poison. Vraiment, c'est la dose qui fait le poison. Et donc pourquoi pas, pour faire plaisir à son cheval. Maintenant, un cheval qui est en surpoids, si on prend le mâche de chez nous, on va lui donner 1 litre de mâche sec. Voilà, vous le réhydratez avec de l'eau tiède, de l'eau chaude. Vous laissez tiédir, vous le distribuez, vous mettez un peu de fibre avec s'il le faut. C'est plus la présentation, le côté tiède, le côté changeant un petit peu, qui peut faire plaisir à tout le monde. Voilà, mais par contre, mettre. Et tu peux faire ça une fois par semaine ou... Oui, alors effectivement, c'est le côté plaisir. Non, c'est le côté plaisir, effectivement. Alors, effectivement, dans certaines écuries, c'est une fois par semaine. Pourquoi pas. Après, encore une fois, ce n'est pas indispensable. Un cheval qui va bien, il peut tout à fait se passer de mâche. C'est pas le problème. Un cheval qui va mal, alors après, il faut regarder la problématique, il faut regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'il va mal. Tu parlais tout à l'heure de réalimenter. Un cheval qui a fait des coliques, qui a été opéré ou pas, on va d'abord s'intéresser aux fibres. Puisque souvent les fibres. Exactement, puisque notre but, à notre niveau, d'un point de vue nutrition, eh bien, il faut remettre en route la machine. Donc déjà, il faut s'assurer que le cheval a du transit à nouveau, qu'il n'y ait pas de reflux, etc. Et puis ensuite, on va lui mettre des fibres plutôt longues, en petite quantité. On va fractionner 4, 5, 6, 7 repas si on peut. 1 kilo de fibres, gentiment mouillé, encore une fois, puisque le cheval ayant été, par exemple, ayant eu des coliques, ayant été opéré, il peut aussi être déshydraté. S'il est déshydraté, il va moins produire de salive finalement, donc il aura plus de difficultés à ingérer ce qu'on va lui donner. Ce sera potentiellement plus sec. Encore une fois, potentiellement risque d'impaction, en tout cas de troubles de transit. Donc le fait de mouiller en alimentation, c'est effectivement très indiqué. Et puis voilà, on va plutôt se concentrer sur les fibres au départ. Et puis après, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est plutôt les vétérinaires et puis je dirais même les chirurgiens et les responsables d'hôpitaux qui ont leur recette, on va dire, qui va bien. Ce qu'il faut après, voilà, c'est mettre en place un régime qui est progressif, petite quantité et qui permet d'avoir de bonnes constantes d'un point de vue transit, hydratation, fréquence cardiaque, etc., etc. Un cheval qui ne va pas nous faire un problème, qui ne va pas replonger sur un problème de colique, sur un problème métabolique ou autre. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a, je reviens un petit peu juste sur les causes, mais est-ce qu'il y a des chevaux, des races, j'imagine les vieux chevaux aussi, on a eu la question tout à l'heure, certaines pathologies, ou est-ce qu'il y a des prédispositions chez certains chevaux qui peuvent, dans un même environnement, avec la même ration, avoir tendance à faire plus facilement des coliques que d'autres? Oui, alors c'est général comme question. Ouais, c'est général et puis c'est surtout très variable en fonction notamment des rétrospectives, des études qui ont pu être faites, par exemple dans des hôpitaux sur 10 ans. Voilà, j'en ai 2 ou 3 en tête. Voilà, il y a certaines études qui vont vous montrer qu'il n'y a pas forcément, il y a pas finalement de prédisposition en fonction des races.
Par contre, il peut y en avoir en fonction du sexe. Par exemple, voilà, les chevaux hongres, dans voilà, une étude rétrospective avait été sujet, en tout cas, l'hôpital qui avait accueilli les chevaux en colique, et bien quand ils ont fait leurs statistiques, ils avaient plus de hongres que de femelles, enfin voilà, de femelles ou d'étalons. Donc voilà. Après ça, on peut avoir en fonction des races. Alors là, si on va un peu plus entre les poneys et les chevaux, par exemple, alors on peut avoir des coliques qui peuvent être liées à ce qu'on appelle des lipomes, donc des masses de gras au niveau abdominal. Et on va avoir finalement un souci donc de transit qui va être extra-digestif causé par ces lipomes. Donc là, effectivement, les chevaux en surpoids, notamment les poneys, peuvent être sujets à ça. Certaines études montrent que les poneys sont plutôt sujets à des coliques au niveau de l'intestin grêle, les chevaux de selle plutôt du gros intestin, etc., etc. Mais honnêtement, c'est compliqué. Non, les vieux chevaux, par contre, oui. Les vieux chevaux, oui, effectivement. Puisque le vieux cheval. À cause des problèmes de dents ou... Il y a plusieurs choses. Les problèmes de dents, effectivement. On a effectivement, les vieux chevaux sont plus sujets à des troubles dentaires, sachant que les troubles dentaires peuvent perturber la mastication, donc derrière l'ingestion, etc. Aussi, parce que le transit est aussi peut-être un peu moins efficace, une flore qui est un peu plus affaiblie aussi. On a finalement des organes qui sont moins fonctionnels, en tout cas qui n'ont pas un fonctionnement optimal comme peuvent l'avoir des chevaux plus jeunes. Mais ça, il est clair qu'il y a des études qui montrent que, en fonction des études, ça va être 10 ans, 20 ans. Mais en tout cas, oui, les vieux chevaux sont potentiellement plus sujets à ça. Donc, il va falloir redoubler de vigilance sur l'hydratation, sur l'apport de fibres. Puisque si un vieux cheval, par exemple, a des difficultés à ingérer ses fibres longues, fait des boulettes, on voit très bien que le cheval ne mange pas bien sa fibre, eh bien, il va falloir trouver une solution. Donc, on va après pouvoir lui distribuer, alors déjà de l'herbe quand il y en a, ça peut être intéressant, en fonction de la santé du cheval, hein, s'il peut ou pas ingérer de l'herbe comme ça. Voilà, des fibres plus ou moins courtes, on peut aller même jusqu'au granulé de foin s'il le faut. Mais en tout cas, il est vraiment fondamental. Le travail du cheval, jusqu'à la fin de sa vie, c'est d'apporter des fibres à sa flore. Nous aussi, à notre niveau, on revient à la flore. Exactement. À notre niveau, on peut apporter aussi une alimentation complémentaire de fourrage qui va être plus riche en fibres. Voilà, type fibre énergie, éventuellement spécifique aussi, pourquoi pas, en fonction de la teneur ou pas en céréales. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça les grandes lignes, quoi. Ok, on va du coup passer directement peut-être à une alimentation type. Tu as parlé de l'adulte fibre énergie, de l'adulte spécifique énergie. Un cheval qui est sujet, qui sort de colique ou enfin qui s'est fait opérer il y a tout de même un certain temps, qui est sujet aux coliques, du coup faire super attention aux fibres, à l'apport de fibres, super attention à l'hydratation. Et niveau aliments, qu'est-ce qu'on peut donner du coup, vers quoi on peut s'orienter? Alors après, ça va dépendre de la colique, hein, bien sûr, du cheval. Globalement, donc on respecte d'abord, comme tu disais, l'eau, le foin, la forme de distribution. Donc on va mouiller ou pas en fonction. Je sais qu'il y a des vétérinaires, quand on est sur des problématiques de l'intestin grêle, systématiquement on fait des soupes, on met de la fibre courte, au moins durant les premiers mois. Sur le long terme ou plus ou moins. J'ai en tête un cheval, voilà, ça fait peut-être 10 ans, peut-être plus qu'il a été opéré, il est toujours sur ce régime-là. Parce qu'après, c'est une question de prise de risque, de balance bénéfice-risque. C'est vrai, quand le cheval, quand on a un rétrécissement qui a été provoqué par des coliques, parce que l'intervention chirurgicale a demandé d'enlever une partie, par exemple, du tube digestif, eh bien, on peut avoir des zones comme ça de rétrécissement où on va, d'un point de vue nutritionnel, faire en sorte de prévenir tout risque d'impaction, d'arrêt de transit au niveau de ce rétrécissement. Par exemple, au niveau de la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin. Donc là, voilà, on va faire attention à ça. Et puis l'alimentation concentrée, après, oui, ça va dépendre. Un cheval qui, en général, est opéré, on est plutôt sur du post-op. Le spécifique peut faire l'affaire également, puisqu'il est formulé de la même manière. Hein. C'est un aliment qui est riche en matières grasses et en fibres. L'adulte spécifique énergie, je me permets de dire le nom. Oui, excuse-moi. L'adulte spécifique énergie, pardon. Et puis après, on va amorcer une transition en fonction de la suite, hein, si le cheval va reprendre le travail ou pas, dans les semaines, voire les mois à venir. Alors, quand les chevaux ont été opérés, c'est rare que ce soit dans les semaines à venir qu'ils reprennent le travail, mais quand on a une colique qui a été gérée de manière médicale, eh bien, derrière, on va pouvoir laisser le cheval sous spécifique énergie. Ou alors, si tout est rentré dans l'ordre, on peut réamorcer une alimentation, on peut réamorcer une alimentation dite normale, en fractionnant bien, encore une fois, très important de fractionner.
Parce que puisque ce que l'intérêt de l'adulte fibre énergie, c'est sa richesse en fibres, mais aussi, j'imagine, le fait qu'il ait une très faible teneur en amidon. Je pense que tu allais ouais, y venir là en parlant de fractionner les repas aussi. sur le spécifique, hein, tu me dis spécifique Ouais, énergie. oui, l'adulte Oui, fibre effectivement. énergie. Effectivement, l'idée, c'est d'apporter, alors sur les chevaux qui peuvent être sujets à des troubles du gros intestin, si on veut éviter, par exemple, donc une arrivée de sucre, de glucides, donc type amidon, dans le gros intestin, et bien on va choisir un aliment qui est plutôt pauvre en amidon. Alors on peut aller de l'aliment qui ne contient pas d'amidon du tout, le céréal free par exemple, si on a un cheval qui n'a pas de besoin énergétique important. Voilà, vers le spécifique si le cheval se travaille ou a des besoins énergétiques plus importants puisqu'il est de taille plus importante, il a un métabolisme plus important, etc. Et donc, effectivement, ces aliments-là sont pauvres en amidon, riches en fibres, donc ce qui est plutôt intéressant pour limiter donc, les troubles du gros intestin notamment, mais également de l'estomac aussi. Alors après, c'est Mhm. vraiment pour des chevaux qui sont prédisposés, puisque, Mm. encore une fois, voilà, c'est une mode quand même, il faut le dire, depuis une dizaine d'années. Mais voilà, les chevaux qui vont très bien, qui n'ont pas de soucis particuliers, à partir du moment où on respecte toutes les règles de distribution d'une alimentation concentrée, on n'a pas forcément besoin de se ruer sur du spécifique énergie ou sur Mm. un aliment qui est potentiellement pauvre en amidon. Voilà. Globalement, quelle quantité, tu peux donner une quantité max d'amidon par repas pour un cheval prédisposé et un cheval non prédisposé? Oui, Euh, effectivement, alors au sens large, quand on regarde vraiment les troubles du gros intestin, donc la portion terminale donc, du tube digestif, on a une recommandation classique, c'est 150 grammes d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas. Donc en gros, un mm. cheval de 500 kg, ça représente 750 grammes d'amidon maximum. Donc Par c'est repas. 1,5 kg par repas, 1,5 kg Ouais. d'orge, si on fait voilà, si on veut vraiment donner quelque chose de pratique. Ok, Moi, je trouve que c'est trop. Je d'accord. trouve que c'est trop, puisque si maintenant on s'intéresse aux dernières recommandations, et notamment aux recommandations vis-à-vis de l'estomac, de la santé gastrique, il est clair que pour la prévention des ulcères, notamment, on redescend à 100 grammes pour 100 kg de poids. Donc là, on est plus qu'à 500 grammes par repas 500 grammes par repas. d'amidon, Mm. donc ça fait 1 kg d'orge. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que je conseille de respecter en prévention, aussi bien pour le gros intestin que pour l'estomac. Et le risque pour le gros intestin, si on en apporte trop d'un coup, c'est étant donné que les capacités digestives du cheval sont limitées, c'est que C'est ça. l'amidon se retrouve dans le gros intestin et là, il y a fermentation et… Exactement. Après, si on schématise, on a la bonne flore, la flore amie, on va dire, qui va digérer les fibres, qui va apporter des nutriments au cheval. Et en plus de cette flore, on a tout un écosystème avec une flore qui va plutôt digérer les sucres, alors qu'ils proviennent de l'alimentation concentrée, mais également des foins. On a des foins qui peuvent contenir 200 grammes de sucre par kilo. Et donc cette flore donc c'est ce qu'on appelle la flore lactique, elle va fermenter les sucres, faire baisser, enfin, on va dire augmenter l'acidité, entraîner une acidité au niveau du gros intestin. Et donc cette acidité est néfaste aux bonnes bactéries qui digèrent les fibres. Ces bactéries peuvent mourir. Après, si vraiment on imagine le scénario le plus catastrophiste, voilà, donc ces mauvaises bactéries, ces bonnes bactéries vont mourir. Une partie, hein, pas toutes bien sûr. Une partie peut mourir. Et bien derrière va libérer différents composés qui sont nocifs, aussi bien pour la muqueuse que pour le cheval. Et derrière, on peut avoir comme conséquence des coliques, de la fourbure, etc. Et voilà, donc ça c'est un petit peu la cascade cata, on va dire. Mais voilà, donc pour éviter ça, comme je vous le disais, donc fourrage en premier, fractionnement de l'alimentation concentrée en deuxième, et quand vraiment on a des chevaux prédisposés, là j'en ai pas parlé, mais un cheval prédisposé qui peut avoir des soucis, et donc au niveau qui a des ulcères, qui a été effectivement opéré de colique par exemple, là Est-ce que les ulcères peuvent donner des symptômes de colique bien aussi? sûr, bien sûr, directement ou du fait de l'inconfort, de l'inflammation, etc. Un cheval qui est inconfortable peut effectivement avoir des coliques, enfin en tout cas déclarer des coliques à cause des ulcères, de l'intestin grêle aussi, hein, ça existe aussi, des ulcères d'intestin grêle. Voilà, donc effectivement derrière ça peut aussi partir de l'estomac. Mm. Et pour les chevaux qui ont des soucis, qui sont prédisposés, on descend même à 50 grammes d'amidon pour 100 kg de poids par repas. Ok. Et donc là, il est clair qu'il faut fractionner et apporter une alimentation adaptée, donc plutôt pauvre en amidon, donc riche en matière grasse et en fibres, type adieu spécifique énergie. Ok. Voilà. Donc les chevaux prédisposés, les laisser sur un aliment comme celui-ci. Oui, je Et pense les… que c'est mieux, effectivement. Ok. Ou alors on fait moitié, on fait une transition, ça c'est pareil, les transitions très important, puisque Oui. voilà, une transition alimentaire,
peut générer, ça c'est démontré aussi, peut générer justement et entraîner des coliques, des épisodes de coliques. Donc on va faire une transition progressive sur une dizaine de jours. Un cheval qui bien sûr a fait des coliques qui ont été gérées même voilà, médicalement, cette transition, on va la faire au minimum sur 10 jours, voire sur 20 jours. Et donc là, on va introduire progressivement le nouvel aliment. Et puis on va observer, bien sûr, on va s'assurer que le cheval eh bien, supporte bien cette transition. Donc ça, c'est toujours une question de flore aussi. Bah, oui, exactement. C'est une question tout à fait pas trop perturber la flore mais, du cheval. Mais pas uniquement de flore, également d'enzymes, également de capacité de digestion de l'intestin grêle, puisque en gros, voilà, ces différents sucs qui sont sécrétés au niveau de l'intestin grêle qui vont digérer les nutriments, notamment l'amidon, les glucides, eh bien, il faut un certain temps au cheval pour les produire. En biologie, en général, on part du principe qu'il faut 3 semaines pour tout faire. Il faut 3 semaines pour produire ces enzymes. Il faut 3 semaines. On le voit aussi avec l'huile, par exemple, quand on apporte de l'huile, pour que les sels biliaires qui permettent d'absorber l'huile au niveau de l'intestin grêle soient produits. Il faut globalement compter 3 semaines à peu près pour que ce soit vraiment efficace. Donc quand on introduit de l'huile, c'est aussi la raison pour laquelle il faut le faire progressivement. Ouais, exactement. En fait, là, on n'est plus vraiment sur de la chimie, on est vraiment sur la partie digestion enzymatique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, voilà, c'est la digestion qui se passe au niveau de l'intestin grêle, qui est finalement la portion du milieu, et qui est très très importante, puisqu'on a la digestion des glucides, donc de l'amidon, digestion des matières grasses, digestion aussi des protéines, qui commence dans l'estomac, mais globalement à ce niveau-là. Et donc, pour que le cheval s'habitue à un nouveau régime alimentaire, il faut lui apporter ce régime de manière progressive, tout en maintenant un très bon apport de fourrage et d'eau, bien sûr. Et comment on peut l'aider du coup pendant cette transition ou pendant un épisode de stress ou un épisode de réalimentation? Est-ce qu'il est intéressant d'apporter des éléments comme des levures, des probiotiques, des postbiotiques à rééquilibrer sa flore? Effectivement, parmi les solutions nutritionnelles, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est très intéressant en prévention. Donc clairement des levures, donc des probiotiques associés Quand tu dis en prévention, c'est combien de temps avant un événement? Les études montrent pour les levures, par exemple, il faut 10 jours pour que le fonctionnement se fasse, pour qu'elles se mettent en place. Donc il faut 10 jours avant. Donc si on amorce une transition. Semaines, là, du coup. Non, mais là ce sont effectivement. Alors pour que ce soit vraiment efficace, si on va dans le détail, par exemple en vache laitière où ils utilisent les mêmes levures, eux ils parlent de 15 jours en pratique. Mais bon, minimum une dizaine de jours. Ouais, voilà. Et ça va bien avec la transition finalement, mais donc c'est 10 jours avant d'avancer la transition, idéalement. Idéalement, voilà. Donc ces probiotiques, ces levures vivantes qui vont fonctionner, qui vont reprendre vie dans le digestif. Alors, dans l'estomac, pas trop. L'intérêt sur les ulcères, c'est plutôt limité, voire inexistant. Par contre, plutôt dans la portion gros intestin. Donc là, c'est intéressant. Elles ne vont pas coloniser le gros intestin, c'est pour ça qu'il faut en apporter tous les jours. Par contre, elles vont fonctionner et elles vont permettre justement de limiter l'acidité, on va dire, au niveau de réguler cette acidité au niveau du gros intestin, qui peut être causée justement par cette transition alimentaire, puisque le temps que le cheval s'adapte au niveau de sa production de sucre digestif, eh bien, il y a une part plus ou moins importante des céréales qui peut arriver dans le gros intestin. Et donc l'idée, quand on met ces probiotiques, associés à des ferments lactiques potentiellement, eh bien, c'est de limiter et de sécuriser justement cet environnement, ce gros intestin, donc d'éviter que la bonne flore finalement, soit touchée et soit lésée de manière importante. Okay. Donc pendant les périodes un peu sensibles ou pour des chevaux tout simplement un petit peu sensibles à ce niveau-là, d'apporter un complément comme le flore où il y a des probiotiques et des postbiotiques dedans, ça peut être c'est ça. Clairement une solution. Toutes les périodes de transition, qu'elles soient alimentaires, elles peuvent être aussi, on va dire, psychologiques. Un cheval qui va faire un gros transport, un transport de longue durée, on va avoir en plus la déshydratation qui va s'ajouter. Changement d'écurie. Si on parle du jeune, on n'en a pas parlé, un sevrage, important aussi, une mise à l'herbe également. La mise à l'herbe, on n'y pense pas aussi. Oui, ça c'est. Si on parle du flore, par exemple, dans le supplément, moi personnellement, c'est ce que je préfère. Je pense que je te l'ai dit cette fois. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est intéressant, déjà pour prévenir les coliques, parce que déjà, c'est la première cause de mortalité. Donc ça, c'est déjà fondamental sachant que le discours chez nous, c'est d'abord des fibres, donc d'abord du fourrage, de l'eau. Et donc la flore, je trouve que c'est intéressant, puisque là, clairement, on nourrit la flore du cheval. Enfin, en tout cas, on l'aide à défaut de la nourrir. Avec les levures, on va l'aider, et avec les ferments, on va la nourrir potentiellement. Ce qu'on appelle les postbiotiques.
on va aider cette flore, les prébiotiques aussi. On va apporter à manger finalement à cette flore. Donc ça, Et c'est un petit très peu, intéressant. je me permets de te couper, on a fait une petite vidéo là-dessus où on explique un petit peu plus Oui, c'est vrai. en détail Exactement. les Exactement. probiotiques et les postbiotiques. Exactement. Effectivement. Donc voilà, pour moi, ça c'est fondamental. Et puis en plus de ça, un cheval qui va bien est un cheval qui va souvent, au niveau digestif, hein, est un cheval qui va avoir beau poil, qui va avoir donc un pelage brillant, qui va être en bonne santé. Donc je trouve ça intéressant puisque les répercussions après positives se font aussi bien au niveau digestif qu'au niveau général. En fait. Voilà. De toute façon, la flore d'un cheval, ça conditionne directement Ouais. sa santé Donc, générale. exactement. Non, mais un cheval une flore, une flore qui va bien, c'est un cheval qui va bien. Ouais. Et voilà. Et donc ça, après, c'est à nous au quotidien de, voilà, Et faire tu en sorte. disais minimum 10 jours avant, par exemple, une transition, un événement ou autre, et après on peut le donner en continu, ou il faut faire des systèmes de Ouais, cure, et si oui, de combien de temps minimum bah, la cure, souvent la cure, effectivement, on parle souvent de 3 semaines puisque il faut une dizaine de jours de mise en place. Et puis après, on va bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on veut couvrir, de ce qu'on veut faire. Mais en général, c'est 3 semaines la cure. Maintenant, on peut tout à fait le donner en continu. Ouais, c'est Ça peut être aucune indication à le donner en continu. non, il n'y a pas de au contraire, il n'y a pas de contre-indication. Alors ça, c'est dans des cas plutôt particuliers. Ça peut être sur des chevaux qui vont très bien. Hein. Par exemple, si on veut préparer un 3 ans sur des concours au vent de fence, par exemple, ou un concours de modèle et allure pour les étalons. Ça, c'est Ouais. clairement dans le programme. En plus des matières grasses, en plus d'un aliment adapté, type breeding, par exemple, pour ce genre de cas, sur des jeunes en croissance qui ont besoin de protéines, notamment, et d'avoir un bon développement musculaire. Eh bien, moi, j'ajoute systématiquement de la flore, en tout cas, je le conseille, puisque les éleveurs, en général, le voient la différence. Et c'est ce qui est bien aussi avec ce produit, c'est que, en tout cas, avec ses probiotiques et avec les ferments, c'est qu'on peut le voir et d'un point de vue général. Voilà. Ok. Est-ce que on va arriver au bout, je pense. Est-ce que niveau alimentation, ration, tu as d'autres choses à ajouter ou tu veux résumer rapidement Un petit sujet sur lequel on n'a peut-être pas eu de question, qui est important aussi, fondamental, c'est le parasitisme. Si, Le on en a parasit... une tout à l'heure d'ailleurs, c'est de ma faute, j'ai oublié. Pas de souci, pas de problème. Mais en tout cas, le parasitisme, très très important, hein, puisque c'est clairement les parasites qui vont se trouver au niveau donc, du gros intestin notamment, peuvent entraîner des perturbations, même au niveau du grêle, hein, chez les poulains. On peut avoir un arrêt de transit tout simplement causé par une accumulation de parasites. Hein. On voit avec les ascaris chez le poulain, par exemple. On peut aussi avoir des perturbations là qui vont être d'ordre plutôt inflammatoire et qui peuvent entraîner des coliques très violentes et qui peuvent conduire à la mort du cheval. Hein. Ce qui est vraiment très insidieux avec le parasitisme, c'est quand on s'en préoccupe pas, le jour où on se réveille, entre guillemets, et qu'on se dit ah, mon cheval, ça va pas du tout, le vétérinaire fait une coproscopie dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il va regarder les œufs dans les crottins. Si on se rend compte qu'il est fortement parasité, eh bien, il faudra faire attention au niveau de l'administration de la vermifugation, du vermifuge, puisque le fait de tuer les parasites peut aussi générer donc, des coliques hein, et potentiellement de grosses complications. Donc ça, c'est vraiment très important de s'assurer que son cheval est à jour au niveau de la vermifugation. Donc ça ne veut pas dire le vermifuger systématiquement hein, tous les 3 mois sans se poser de questions. Maintenant, on sait très bien qu'on doit gérer ces parasites chez le cheval, donc c'est là où il faut se rapprocher de votre vétérinaire qui, lui, pourra vous conseiller de faire des coproscopies, par exemple. Ça coûte globalement le même prix qu'un vermifuge, mais ça permet de le faire de manière raisonnée. Et, surtout, voilà, il y a quand même une partie des chevaux qui ne vont pas forcément avoir de parasites, en tout cas qui ne vont pas être fort excréteurs. Et donc ces chevaux-là n'ont pas forcément besoin d'être vermifugés tous les 3 mois. Donc aucun intérêt de leur mettre un vermifuge si le cheval n'en a pas besoin. Alors pour ça, il faut bien sûr se rapprocher de son vétérinaire qui, moi en tout cas, on le fait nous systématiquement dans notre centre de recherche. On fait des coproscopies de manière très très régulière. Et ça, c'est vraiment très très important puisque et chez le poulain également, hein, on parle de l'adulte, mais le poulain, on peut avoir une obstruction du tube digestif qui est potentiellement petit, hein, sauf que quand on a, par exemple, très très jeune des coliques, les poulains. Ouais, maintenant on sait, malheureusement, voilà, il existe des cas, malheureusement, de poulains qui peuvent être infestés par des ténias, donc qui sont des languettes là, assez courtes, hein, contrairement aux ténias de chez nous, mais qui peuvent boucher
obstruer complètement les voies digestives et peuvent entraîner derrière des complications qui peuvent être mortelles. Hein. Et maintenant, on recommande de plus en plus justement de surveiller ça vers l'âge de 6-8 mois. Mais ça peut arriver même plus tôt. Hein. On peut avoir des poulains, en fonction des parasites, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peuvent, voilà, à l'âge de 1-2 mois, voilà, déclarer des problèmes à cause de ça. Quoi. Et la colique chez un poulain, ce sera essentiellement pour une raison parasitaire ou est-ce qu'il peut y avoir Non, non, d'autres? non. Non, après, les coliques du poulain, c'est encore un autre sujet, mais alors déjà, voilà, le poulain à naissance, le méconium, qui sont finalement les premières selles hein, qui peuvent qui peuvent ne pas sortir de manière satisfaisante et qui peuvent s'accumuler, on va dire, et entraîner des coliques. Et voilà, on peut avoir après des coliques aussi extra-digestives, hein, au niveau de la vessie notamment, du système urinaire. On peut avoir des causes bactériennes, hein, ce qu'on appelle, c'est un gros mot, mais des entérocolites, une inflammation du gros intestin causée par des virus, par des bactéries. Voilà, les poulains peuvent être fragiles. Donc on a tout un tas de causes. On a, voilà. Ouais, c'est pas forcément que... Non, c'est pas que parasitaire. Je ne vais pas dresser un tableau. Non. Mais globalement, il n'y a pas que le parasitisme, non, pas du tout. Ok, donc juste si on résume, de manière générale, toujours la base de toute façon, c'est le foin, une bonne hydratation. Si on apporter un aliment concentré en fonction des besoins du cheval et de son activité. Si on apporte un aliment concentré, si le cheval est prédisposé, s'orienter peut-être plus vers un aliment comme l'adulte spécifique énergie, qui est riche en fibres, en matières grasses et pauvre en amidon. Sinon, de manière générale, fractionner un maximum les repas. On a refait des petits tableaux aussi sur notre site qui sont à disposition pour justement rappeler la quantité maximum d'amidon par repas, enfin, en fonction des différents cas de figure. Et puis... matières grasses aussi, les matières grasses. Ouais, et la flore. Enfin, la flore, exactement. Et soutenir la flore avec un complément comme le flore. Et puis favoriser, après, c'est une question environnementale, mais favoriser du coup le mouvement et le moins possible de période prolongée au box. Mouvement, être vigilant faut être vigilant sur les vaccins, mais il faut aussi être vigilant sur les dents du cheval. Les dents et le vernis. Voilà. Voilà, exactement. Moi, je conseille idéalement faire en sorte que le cheval puisse voir un dentiste vétérinaire, idéalement, tous les 2 ans au grand minimum. Après, on fait pareil en fonction du cheval. Et puis, voilà, bien suivre le côté parasitaire, pression parasitaire, vermifugation. Et quand on a fait ça, écouter son cheval aussi, observer son cheval. En général, on connaît son cheval, on sait quand il ne va pas bien. Puisqu'il faut dire aussi, voilà, plus une colique est prise en charge de manière précoce, plus derrière, on a de chance aussi que ça se termine bien. Donc, c'est important de ne pas se dire, on verra ça demain, on verra ça dans 2 heures. Si le cheval n'est pas bien, il faut un peu se pencher sur la question. Voilà, exactement. Ok. Merci. Tu veux ajouter autre chose? Non, je crois pas. Ça fait 3 fois que je rajoute des choses. Donc ça va aller. Ça va aller. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Donc, il y aura un replay sur Facebook, sur Instagram et puis sur YouTube avec des sous-titres. Il y aura aussi une infographie résumant les grandes lignes de cette thématique, du coup plus rapide que le live. Et puis un podcast qui sera posté dimanche prochain pour reprendre aussi les grandes questions. Et sinon, voilà, rendez-vous mardi, ça doit être le 30 mars où on parlera de l'élevage. Et puis en attendant, merci Cyril et puis bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Et merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt.